Bonjour à tous. Merci de vous être rendus disponibles pour ce bilan de fin de saison et avec une perspective pour la saison prochaine, bien sûr. D'abord sur le bilan lui-même, on a passé une saison qui sort de l'ordinaire, bien évidemment, sur plein de plans, et qui a en même temps a provoqué un peu de frustration chez nous. Alors, ce qui sort de l'ordinaire, c'est un parcours en Coupe de France qui était extraordinaire, justement. Amener 25 ou 26 ou 24 000 Toulousains à Paris, c'était une expérience extraordinaire pour nous tous. Hors du commun, c'est quelque chose qui restera à nous et dans la mémoire des supporters et de la ville pour très longtemps. On a promis que ça, aux supporters qu'ils n'auraient pas à attendre 66 ans de plus pour revivre ça. Mais en tout cas, c'était un moment fabuleux. C'était un moment de communion pour notre communauté, pour la ville, pour la région, pour le département. Ça a été une fusionnelle, en fait, d'une certaine manière. Et ça, c'est un moment extrêmement fort qui est, en fait, qui est extrêmement difficile à décrire en même temps. Le côté frustration, c'est que on était parti avec un objectif de finir plus haut que celui que l'on a atteint, à la 13e place, que le classement qu'on a atteint plutôt à la 13e place. Tous nos indicateurs de performance nous montraient qu'on avait une équipe pour finir soit à la 10e, soit à la 11e place. On a fini 13e. C'est la première fois en 3 ans depuis qu'on est au club qu'on sous-performe. Donc c'est un sentiment de frustration aussi. On avait... encore une fois, en utilisant nos facteurs de performance, on était parti sur un goal average qui devait nous amener entre 0 et -2, ce qui nous aurait amené entre la 10e et la 11e place, puisque les 10e et 11e au classement ont -1 et 0. En goal average, on finit à -6. En fait, la manière dont on travaille, c'est qu'on ne regarde pas du tout les points pendant la saison, et je suis capable de vous dire combien de points on a fini d'ailleurs. Ce qu'on regarde, c'est la différence de but, parce que pour nous, c'est le facteur de performance le plus important. Et on sait qu'à 0 et -2, on aurait fini entre la 10e et 11e place. Donc c'est aussi un sentiment de frustration. Alors, bien évidemment, la joie de la saison et de tout ce qui s'est passé prend le dessus sur la frustration, mais elle existe quand même parce que personnellement et en tant que club, on ne supporte pas de sous-performer, et c'est ce qu'on a fait. Alors le paradoxe, c'est qu'on a sous-performé par rapport à l'équipe qu'on avait construite et l'effectif qu'on avait construit, mais on a complètement surperformé par rapport à nos moyens financiers et par rapport aux 19 autres équipes de L1 d'une certaine manière. Je pense qu'on avait la 18e ou 19e masse salariale et en finissant 13e, donc on a surperformé. En gagnant la Coupe de France et en se qualifiant pour l'Europa League, on a encore plus surperformé. Donc on a cette ambivalence un peu de sous-performance parce qu'on pouvait faire mieux, de surperformance parce que financièrement, on a clairement boxé au-dessus de notre catégorie. Je crois que je vous en avais parlé à un moment dans la saison. J'aime bien faire le classement de la répartition des fonds de CVC Capital. Donc sur les équipes qui ont eu 16 millions et demi, ben, on est premier, puisque malheureusement pour Océan Ajaccio, ils ont fini derrière nous et ils descendent. Pour les 3 équipes de L2 qui ont bénéficié de la même somme d'argent que nous, ben, il y en a, je ne sais pas encore exactement ce qui va se passer, mais au jour d'aujourd'hui, il y en a qu'une qui remonte, c'est Metz. Et puis sur le classement auquel on n'aurait pas dû participer, en fait, sur le classement des équipes qui ont touché 33 millions, je crois qu'on est 6e. Donc c'est un championnat dans lequel on n'aurait pas dû être invité. Mais on y est arrivé, et le fait que on surperforme sur un plan financier aussi nous rassure dans nos méthodologies, dans notre mode de travail, et nous confirme que nous sommes dans le vrai, dans ce que nous faisons depuis 3 ans, que ce soit dans le recrutement, ou que ce soit dans la constitution de l'effectif, ou que ce soit dans le style de jeu que nous avons choisi de mettre en place. Ensuite, je voudrais remercier et féliciter le staff technique, le staff médical, l'encadrement du club, les analyses vidéo, notre comité stratégique,
qui m'aide à prendre toutes les décisions, enfin pas qui m'aide à prendre toutes les décisions, qui prend les décisions avec lesquelles nous prenons les décisions au jour le jour. Notre team manager, la personne qui s'occupe des familles et des joueurs au jour le jour, ils ont fait un boulot énorme. Quand vous avez 21 nationalités dans une équipe, pour faire en sorte que tout le monde s'intègre, et dans la cité et dans le club, et que les familles s'intègrent, c'est un exploit. On l'a fait. Donc je voulais féliciter tout le monde, bien évidemment le coach et ses adjoints. Parce que quand on fait une saison, même s'il y a un peu d'ambivalence, quand on fait une saison avec une victoire au Stade de France et qu'on surperforme d'une certaine manière sur un plan financier, il faut savoir féliciter les gens parce qu'ils le méritent. Bien évidemment, féliciter les joueurs parce que depuis 3 ans, on a un groupe qui est absolument extraordinaire, qui a des qualités humaines. Les joueurs vous disent, quand vous leur parlez, qu'ils n'ont jamais eu un groupe comme ça. Tous les entraîneurs que l'on a au club, qui ont beaucoup d'expérience, soit en tant qu'entraîneur, soit en tant que joueur, vous disent qu'ils n'ont jamais vécu avec un groupe tel que celui que l'on avait depuis 3 ans. On avait des leaders extraordinaires. C'est un des rares groupes que j'ai croisé dans ma carrière. C'est pas un groupe qui cause des problèmes, c'est un groupe qui crée des solutions. Dans tout, dans le jeu, dans la vie de tous les jours, dans les suggestions auprès des entraîneurs. Ce qui m'a frappé, c'est que le match contre Auxerre à la mi-temps, en gros on savait que les 3 du milieu c'était leur dernier match ensemble pour différentes raisons, mais en plus parce que Stein était suspendu à Monaco. Et à la mi-temps, ils parlaient tactique et comment on fait en hollandais, mais bon, au bout d'un moment vous comprenez, avec les gestes, parce que ça fait 3 ans que je les pratique, et donc ils s'engueulaient entre eux, ils essayaient de trouver les solutions, et c'était leur dernier match, donc ils auraient pu, mais leur passion a pris le dessus, leur intérêt collectif a pris le dessus constamment. Ils ont toujours mis l'équipe et le club au-dessus de leur intérêt particulier, et ça vraiment je voudrais leur rendre hommage parce que c'est sur un plan humain ce qu'on a vécu depuis 3 ans avec ce groupe-là, franchement c'est unique. C'est unique, c'est ma 31e année dans le foot professionnel et je peux vous dire que c'est unique. Juste en parlant des joueurs, je voudrais juste vous faire une petite annonce sur un plan médical. On a eu des problèmes avec Oliver Zanden depuis des semaines, si ce n'est des mois. On lui a demandé de consulter plusieurs spécialistes et on a enfin identifié le problème grâce à la justesse de notre staff médical et ce qui s'est adressé aussi aux bonnes personnes. Donc il va subir une opération la semaine prochaine qui le tiendra éloigné des terrains au moins pendant 4 mois. Voilà, on sait qu'il va revenir plus fort, plus à l'aise dans tous ses déplacements et il aura plus j'allais dire cette gêne, c'était plus qu'une gêne, cette blessure qui l'empêchait d'évoluer au niveau que l'on connaît et que l'on anticipait. Sur la saison prochaine, écoutez, l'ambition pour nous, justement c'est une ambition, c'est de toujours progresser, de toujours faire mieux. Donc si on pensait que cette année on avait l'équipe pour faire entre 10 et 11, si on veut faire mieux, il faudra finir au-dessus de cette marque-là l'année prochaine. Alors on sait que ça sera une L1 à 18 et non plus à 20. Donc le top 10, ça ne sera pas suffisant pour être dans la première partie du championnat, dans la première partie de tableau du championnat. Donc voilà ce qu'on va viser. On gardera la même philosophie de jeu, on gardera la même approche. On gardera une approche qui est un mix de joueurs recrutés de l'extérieur, venant de l'extérieur et de joueurs qui sont formés au centre de formation. Ce qui est sûr, c'est que notre identité qui est forte au niveau du jeu, de la qualité de jeu, celle-là on va la garder. On sera ambitieux en Coupe d'Europe, on sera ambitieux en championnat, on sera bien évidemment ambitieux en Coupe de France pour défendre notre titre et on le défendra chèrement. Mais je pense que ce qui est important, ce sur quoi c'est important d'insister, ce sont les 3 aspects, ambition, progrès et identité. La raison pour laquelle je parle d'identité, c'est parce qu'on a développé une culture, on est en pleine transformation culturelle du club depuis qu'on est arrivé. Et parmi cette transformation culturelle, l'une des choses qui nous a été réclamée, que ce soit de par les collaborateurs dans le club, ou les éducateurs, ou les bénévoles, ou notre communauté Viola, c'était une identité forte dans le jeu et celle-là, elle fait maintenant partie de notre culture
Et ça, on n'en démordra pas. Et quelle que soit l'équipe contre laquelle on va jouer l'année prochaine, ça sera la même chose. On a fait une saison où on a encore marqué beaucoup de buts. On a marqué 82 buts en trop. On en a pris sûrement un peu trop. Donc ça, c'est un truc qu'on veut corriger à l'avenir. Par contre, continuer à mettre des buts et à mettre encore plus si on peut. On a une possession de balle positive sur l'ensemble des matchs. On a plus de possession à l'extérieur qu'à domicile, de manière un peu étrange. On finit avec Thijs Dallinga parmi les meilleurs buteurs du championnat de France, Wanko parmi les meilleurs passeurs du championnat de France, mais ça c'est une surprise pour personne. Donc voilà, ce style de jeu offensif dont on parle beaucoup, mais que l'on montre aussi sur le terrain. C'est pas que des paroles, ce sont aussi des actes. On va le conserver. Pour ce qui est de la coupe de l'Europa League, Coupe d'Europe, c'est pour les gens qui ont plus de 50 ans. Donc pour l'Europa League, alors comme vous le savez, on a gagné la Coupe de France qui nous donne le droit de rentrer directement en phase de groupe de l'Europa League. On est très contents. Nous avons obtenu la licence club UEFA donnée par la 3F le 11 mai. Nous sommes en relation avec l'UEFA depuis de longs mois pour savoir s'ils avaient des questions auxquelles on devait répondre, et on s'est employé à y répondre. S'il y en a d'autres, on y répondra encore à l'avenir. Voilà. Quel va être notre objectif en Europa League, décidément ça sera d'aller le plus loin possible. Alors on me dit souvent, notamment au cours du Fans Day de dimanche, on veut jouer de grandes équipes, on veut voir de grandes équipes au stadium. Moi, pas du tout. Moi, je veux le groupe le plus facile possible pour aller le plus loin possible. L'ambition, c'est de faire du mieux possible. Je pense que vous l'avez compris depuis 3 ans. On a toujours dit qu'on voulait aller le plus haut possible et le plus loin possible et se fixer des objectifs. Pour moi, souvent, à part si vous fixez comme objectif de finir numéro 1 à chaque fois ou de tout gagner, et on n'est pas encore tout à fait là. Sinon, se fixer des objectifs, c'est se mettre des limites. Donc pas d'objectif, on veut aller le plus loin possible et figurer du mieux possible dans cette compétition, avoir le tirage au sort à Monaco à 13h le 1er septembre, le plus, j'allais dire le plus facile, c'est pas la bonne expression, le moins difficile possible. Voilà, c'est une fierté pour notre communauté, c'est une fierté pour la ville, pour le département, pour la région. C'est là que vous sentez vraiment qu'on est le grand club occitan. Parce qu'il y a des gens de partout qui viennent nous voir. J'ai vu des gens au Fans Day dimanche qui me disaient qu'ils venaient de 140 ou 150 km aller pour venir voir des matchs au stadium et qui seront là les jeudis soirs la saison prochaine en Coupe d'Europe pour enchaîner après le dimanche à 13h ou à 15h ou à 17h. Voilà, donc ça va être une aventure extraordinaire, mais dans laquelle on va jouer avec beaucoup d'ambition. Pour ce qui est de la constitution du groupe par rapport à la Coupe d'Europe, j'abandonne, je ne dis plus Europa League parce que je n'y arriverai pas. Pour ce qui est de la constitution du groupe, on en parle depuis longtemps. Je crois que pour ceux qui étaient là à la finale de la Coupe de France, j'en avais parlé un peu en conférence de presse, en zone mixte. Donc depuis, en gros, aux alentours du quart de finale, on avait commencé, contre Rodez, on avait commencé à travailler sur des options si on se qualifiait pour l'Europa League. Donc on sait exactement combien de joueurs on va avoir besoin. On était parti pour prendre 2 joueurs supplémentaires si on se qualifiait. Et en fait on va en prendre qu'un sur des postes qui sont très spécifiques. On a fait comme on fait d'habitude. C'est-à-dire qu'on a regardé X nombre d'années passées pour voir exactement comment les minutes étaient reparties entre les différents joueurs dans les clubs européens. On a trouvé des références de clubs qui sont très intéressantes, avec lesquels on a parlé ou nous allons parler. Nous, on a toujours comme ambition de regarder ce que font les meilleurs pour devenir meilleurs. Donc voilà, on est assez à l'aise sur notre constitution d'effectifs, et on va pas révolutionner quoi que ce soit. On sait exactement le nombre de joueurs dont on a besoin, le nombre de joueurs qu'on va utiliser, parce qu'on sait aussi combien de joueurs on a utilisé sur les 3 dernières saisons. Il n'y aura pas énormément de matchs de plus, en fait, parce qu'on a 4 matchs de championnat qui sont remplacés par un minimum de 6 matchs d'Europa League. J'espère qu'on en jouerait beaucoup plus. Puis après, en Coupe de France, on ne sait pas combien on va jouer. Voilà, c'est un peu la manière dont nous allons constituer l'effectif. Un peu beaucoup même. Pour ce qui est du mercato, donc je vous annonce officiellement la signature de César Gelabert
le joueur espagnol qui nous rejoint du club de Mirandés, qui est libre de tout contrat. C'est un joueur que l'on suit depuis très longtemps, qui est venu plusieurs fois à Toulouse, nous rendre visite avec son père, son oncle et sa famille, qui est venu passer de la visite médicale déjà il y a plusieurs semaines. On est enchanté qu'il nous rejoigne. C'est le joueur parfait, c'est le joueur qui colle parfaitement à notre style de jeu, au milieu de terrain, qui est créatif, qui est disponible, qui est de l'école espagnole dont nos styles de jeu se rapprochent. Voilà, donc on est très content. On est très avancé sur d'autres joueurs aussi. Je pense qu'il y aura des annonces précoces par rapport à l'ouverture du mercato qui est le 10 juin. On est enchanté de cette recrue. Étant donné que je sais qu'il y a beaucoup de questions par rapport à notre milieu de terrain et la reconstitution de notre milieu de terrain, je voudrais juste rappeler que quand on a pris Vincent Sierro en janvier, c'était justement en anticipation du fait qu'on pouvait perdre des milieux de terrain. Donc notre milieu de terrain n'est pas du tout déplumé, puisqu'on a déjà 2 joueurs qui nous ont rejoints, que ce soit Vincent ou César pour la saison prochaine, plus ceux qui sont présents comme Denis, Fares ou d'autres jeunes joueurs qui vont monter du centre de formation. Pour ce qui est des départs, la seule chose que je peux vous annoncer aujourd'hui, c'est qu'on a donné l'autorisation de discuter avec d'autres clubs à Rafael Atao. C'était un peu l'accord qu'on avait avec lui quand il est venu il y a l'année dernière, qu'il fasse 2 ans et puis après qu'on voit comment ça se passe. Il avait plein de propositions déjà en janvier et février, parce que comme vous savez, il y a des marchés qui ferment plus tard. Nous on a voulu qu'il reste et lui voulait rester aussi, notamment parce que faire une année dans un très bon club du Big Five, c'est pas donné à tous les joueurs, et ils s'aperçoivent à quel point c'est difficile. Et puis aussi il y avait l'aventure de Coupe de France, donc il est resté. Il a fait une très très bonne fin de saison, je dirais. Il a beaucoup de clubs qui sont sur lui, donc on a déjà des offres, et je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il nous quitte. Voilà. Par rapport au mercato, on pense qu'on est préparé, on s'y prépare depuis très longtemps. Vous connaissez nos méthodes maintenant, et notre méthodologie et nos process. On ne va pas changer, on va continuer à travailler comme on a toujours travaillé. On va continuer à être extrêmement discipliné dans ce qu'on fait, que ce soit dans la maîtrise de notre budget de transfert, que ce soit la maîtrise de la masse salariale, la manière dont on optimise les deux, la masse salariale et le budget en transfert. Et puis, on va continuer à prendre des joueurs que personne ne connaît. Je sais que j'entends beaucoup nos supporters certains de nos supporters, d'une certaine manière, ils sont inquiets parce qu'on perd notre milieu de terrain titulaire. De notre côté, ils nous disent, vu ce que vous avez fait depuis 3 ans, on vous fait confiance pour le reconstituer. Nous, notre objectif, c'est d'être plus fort la saison prochaine que ce qu'on était cette année. Quand on a perdu à la fin de la première année, Manu, Amine, etc., on nous a dit, vous allez être moins fort, on était plus fort sur l'année de la montée du titre de champion. Donc on fait tout pour être plus fort l'année prochaine que ce qu'on était cette année. Ça, c'est une certitude. Et puis bon, je voulais juste rappeler que avant que les joueurs qui nous ont quittés arrivent, à part Max Dupé, sinon personne ne les connaissait. Et je voulais aussi rappeler que lors du match retour de barrage à Nantes, ni Stan Spierings ni Branco van den Boomen n'ont joué. Et alors que maintenant on a l'impression qu'ils sont irremplaçables. Et en fait, tout le monde a oublié que ce match-là, ils l'ont pas joué et qu'on a gagné sans jeu. Donc voilà, je suis pas inquiet, je ne suis pas du tout en panique. Personne ne l'est au club. On sait quels joueurs sont sur le marché, on sait quels joueurs on veut prendre. Et encore une fois, l'objectif, c'est d'être plus fort l'année prochaine que ce qu'on l'était cette année. Au niveau des joueurs qui nous ont quittés, je voudrais encore leur rendre hommage, parce que on a le terme de légende que souvent j'entends, que j'utilise très rarement parce que souvent il est galvaudé.
Je pense qu'on peut l'utiliser pour ces joueurs-là parce qu'ils sont restés dans l'histoire du club. Et ils vont rester dans l'histoire du club. Ils ont marqué l'histoire du club. Ils ont écrit l'histoire du club. Et ce qui a été fort, c'est qu'ils me l'ont dit. Ils me l'ont annoncé. Autant la saison dernière que cette année. Je me souviens avoir des discussions avec Branco par rapport à sa situation contractuelle et qui me disait, écoutez, laissez-nous marquer l'histoire du club et on en discutera après. Donc le pire, c'est qu'il avait annoncé, ou le mieux, c'est qu'il avait annoncé ce qu'ils allaient faire. Donc autant sur un plan humain que sur un plan footballistique, ça a été... Je parlais de saison qui sort de l'ordinaire, hors du commun, mais passer 3 ans avec ces personnes-là, ça a été vraiment une aventure magnifique. Et je veux encore leur rendre hommage parce qu'en plus d'être de super joueurs, ce sont des leaders, tous les 4. Ce sont des leaders de vestiaire, ce sont des leaders d'équipe, ce sont des leaders dans la communication, alors chacun différemment. Mais c'était un moment fort de pouvoir travailler avec eux. Et les messages, les échanges qu'on a eus depuis, et les messages que j'ai reçus depuis, confirment cela parce qu'ils ont été marqués par leur passage comme le club a été marqué par leur passage. Pour ce qui est de Ricili, donc en fait... Nous, on était persuadés qu'il voulait repartir au Royaume-Uni et c'est une conversation que plusieurs personnes du staff ont eue avec lui, notamment notre team manager, il y a une quinzaine de jours, il me semble, où Rhys disait que il réfléchissait finalement à sa situation. Donc j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai vu, et je l'ai vu avec notre team manager, avec Sedji, et il a dit clairement qu'il envisageait toutes les opportunités, y compris celle de rester. Donc j'étais un peu bouche bée d'une certaine manière et surpris dans le bon sens. Et c'était juste avant le match d'Auxerre. Donc il m'a demandé, il m'a dit est-ce que je peux jouer. J'ai dit écoute, dans ton intérêt et celui du club, le match que tu devrais jouer, c'est le match de réserve contre Aigues-Mortes le samedi après-midi, plus que le match d'un pro contre Auxerre le samedi soir. On est tombés d'accord tous les deux sur le fait qu'il ne devait pas faire partie des hommages parce que justement on espérait qu'il soit au club la saison prochaine ou les saisons prochaines. Voilà, depuis j'ai eu d'autres discussions avec lui. Il doit rencontrer son agent cette semaine, je dois lui reparler cette semaine. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il reste au club. La balle est dans son camp, vraiment. L'année dernière, déjà l'été dernier, on lui a fait une proposition pour re-signer qui était très 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 importante par rapport à notre budget et nos finances. Il l'a remercié plusieurs fois. Il m'a dit que la proposition qu'on avait faite était plus haute que ce qu'on pouvait le payer en Angleterre, alors pas en Premier League, mais en Championship. Mais bon, et ça s'est pas fait pour des raisons d'ordre privé. Et puis après, il s'est blessé, donc tout a été remis en cause. Mais on espère vraiment qu'il va rester la saison prochaine. Et j'espère qu'on pourra avancer dès cette semaine avec lui. Au niveau de notre cellule de recrutement, donc vous savez que Brendan nous a quitté le club pour rejoindre Manchester City, ce qui est un honneur aussi de voir qu'il n'y a pas que nos joueurs qui partent dans de grands clubs, il y a nos staffs aussi, même si j'espère que ça n'arrivera pas tous les ans ou pas tous les 6 mois. Nous avons identifié la personne qui doit le remplacer depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même. On a eu plus de 500 applications ou 550 applications de gens qui ont candidaté. On est arrivé à une shortlist de 4 avec des personnes qu'on n'aurait jamais imaginé approcher si on n'avait pas justement lancé une campagne d'application. Et puis on a choisi cette personne-là qui est en poste à l'heure actuelle dans un club de Premier League, qui est en train de finir son préavis. C'est quelqu'un qui a un profil que j'aime beaucoup parce que toute ressemblance avec une personne qui est assise là est totalement fortuite. C'est quelqu'un qui a travaillé dans beaucoup de pays, qui a voyagé énormément, qui a habité dans beaucoup de pays, qui parle beaucoup de langues, qui a un passé de coach, qui a un passé d'analyste, qui est passé par des clubs aussi qui utilisent beaucoup la data, et pour nous c'était un des facteurs de recrutement. Donc je pense qu'on sera en mesure d'annoncer son nom dans la semaine, mais bon, on est resté silencieux sur cet aspect-là, mais ça ne nous a pas empêché de travailler et de trouver la bonne personne. Et encore une fois, ça fait plusieurs mois que le poste a été fourni. Voilà. Quelques mots supplémentaires. Il y a plusieurs représentants de notre comité directeur qui sont aussi assis au fond de la salle autour d'Olivier Joubert, et je voudrais rendre hommage à eux bien évidemment,
et à tous les collaborateurs du club, parce que les sujets dont j'ai parlé maintenant, ce sont des sujets supporters, billetterie, etc. Tout le travail que fait le comité directeur et le soutien que l'on a avec Olivier au jour le jour et l'ensemble de nos collaborateurs est absolument exceptionnel. On a construit une équipe hors du terrain dans les bureaux qui est aussi une équipe de très haut niveau, et c'est grâce à eux qu'on a le succès que l'on a sur le terrain et que l'on a le succès que l'on a en tribune. Donc bien évidemment, je voudrais commencer par remercier nos supporters, encore une fois, pour ce qu'ils ont fait au Stade de France et pour ce qu'ils ont fait sur toute la saison. Tous les supporters, tous les groupes de supporters, toutes les associations, quelles que soient les personnes qui viennent ici. Ça montre le travail qu'on fait en profondeur dans notre communauté. On voulait avec Olivier reconnecter le club à la cité dès qu'on est arrivé. Je pense que c'est ce qu'on a fait. Le Fans Day de dimanche était un moment génial, j'ai adoré ça. Mon plan au départ, c'était de me balader un peu partout dans le stade, sur le parvis, mais en fait, je ne suis jamais arrivé. Je n'ai pas bougé des 10 mètres carrés dans lesquels je suis arrivé à 14h15 ou 14h30. Ça a été un moment d'échange, de partage, un vrai moment TFC / toulousain dans la bienveillance, dans la bonhomie, dans l'accueil, dans les sourires. C'était un moment de partage fabuleux. Pour vous faire un petit point, parce que vous savez qu'on a lancé la campagne d'abonnement hier, donc j'en parlais ce matin avec Olivier qui me donnait les chiffres. Ce matin à 9h, si on met tout compris dans les abonnements qu'on a fait hier, les hospitalités, les groupes de supporters, on était déjà à 7500 abonnements en moins de 24 heures d'ouverture des abonnements. Donc Olivier a annoncé qu'on n'irait pas au-delà de 20 000. C'est pas un objectif les 20 000, hein. C'est juste pour dire que si on doit arriver à un moment à 20 000, on n'ira pas au-dessus parce qu'on veut que le stade soit ouvert à tout le monde pendant toute l'année. 95% des gens qui se sont abonnés ont pris aussi l'abonnement Europa League et on les remercie. Au niveau plus business et hospitalité, bon, on est à 100% des hospitalités de ce qu'on peut faire. On signe même maintenant des contrats qui sont pluriannuels. On est en liste d'attente sur pas mal de prestations. On a vendu 26 000 maillots cette année, alors que la moyenne environ c'était entre 4 et 5 000. Donc tous ces chiffres-là sont absolument incroyables, et c'est pour ça que je tenais à remercier avant tout tous les gens qui nous entourent avec Olivier et qui travaillent avec nous. Vous avez vu les chiffres, on est à plus de 522 000 supporters qui sont venus au stadium pendant toute la saison. Je regarde Olivier, je pense qu'on n'a pas mis ceux qui sont allés au Stade de France dedans. Ok, c'est bien ce que je pensais. On est à pas loin de 24 000 de moyenne, ce qui est énorme, sachant que je pense qu'avant les dernières années de L1, on devait être entre 6 000 et 6 500 payants. Les projets structurants du club sont très importants pour nous. Donc en arrivant, je pense que vous avez vu tous les travaux, une partie des travaux. On est en train d'investir beaucoup d'argent dans les vestiaires, nos vestiaires ici au stadium. Ce sont des travaux que l'on finance, je dirais, à 95%. Il y a un peu de menuiserie et de boiserie qui est fourni par la métropole. C'est important pour nous parce qu'on veut mettre nos joueurs dans les meilleures conditions possibles. Et en visitant les grands stades des grandes villes de L1 et bientôt d'Europe, et l'année dernière, l'été dernier, avec Karim, notre directeur des opérations, et Célina, on est allé faire un voyage d'études en Angleterre aussi, donc ça nous a permis de créer une espèce de benchmark. Et on s'aperçoit qu'on était largué, que le stadium était largué sur ce plan-là. Donc les vestiaires seront prêts début août pour la reprise. Pour ce qui est du centre de performance, on dépose le permis de construire courant du mois de juin. Donc ça avance aussi énormément. Et pour les bureaux, une fois que les bureaux seront prêts en 2024, au début d'année 2024, on bougera tous les administratifs d'ici pour aller dans nos bureaux. Donc c'était juste pour faire un point sur les projets structurants. Ce qui nous plaît aussi énormément, Olivier et moi, c'est qu'on est allé rencontrer le nouveau président du conseil départemental qui nous a dit que lui, il voulait nous suivre dans des investissements sur le long terme, que ce soit pour la section féminine, pour le centre de formation ou pour l'équipe professionnelle. Donc quand on se sent soutenu comme ça par les institutions et par un président de conseil départemental qui vous dit « moi je suis là pour investir, je suis là pour laisser une trace et je suis là pour vous aider pour aller encore plus vers l'élite », c'est bien évidemment extrêmement important. Voilà, je crois que c'était à peu près tout, Martin. J'ai dépassé, mais je dépasse à chaque fois. On avait prévu
D'accord. C'est OK pour tout le monde. On passe maintenant aux questions-réponses. Est-ce que, à l'image de ce qu'on fait les fois dernières, si vous pouvez vous présenter votre nom et le média pour lequel vous travaillez? S'il vous plaît. Première question. Il n'y en a pas, on s'en va, merci beaucoup. Bon appétit. Levez la main, on fonctionne comme ça. Je cherche pas les avis. Juste, on est bon. Bonjour, Président. Oui. Tirard de la République du Midi. Première question pour revenir un peu sur ce que vous avez dit au sujet de la Ligue Europe. Vous avez parlé Europa League. Bon, Francis, vous avez parlé avec l'UEFA, donc vous avez dit quelles ont été les discussions et aussi est-ce que vous en avez parlé avec Craig Barnes? Oui, bien évidemment. Les discussions, c'est est-ce que vous avez besoin de renseignements complémentaires? Est-ce que on doit fournir des documents supplémentaires? Le club, la dernière fois que le club était en Coupe d'Europe, c'était en 2009-2010. Donc, bien évidemment, ils n'avaient pas de visibilité sur nos situations financières, sur l'état du stade, sur est-ce que tous les gens qui doivent être diplômés sont diplômés au bon poste, aux bons endroits, etc. Voilà, donc c'est ce genre de discussion. Et voilà. Et avec Rayburn, du coup, avec le propriétaire. C'est-à-dire notamment, voilà, est-ce que ça a été. Vous en avez discuté en fait de ce fameux article 5 là? Oui, on en a discuté, mais pour nous, c'est pas je cherche le bon mot en français, c'est pas un sujet. Donc, voilà, la discussion a été rapide. Bonjour Président. Bonjour. Pour prolonger le débat sur la Ligue Europa, vous nous aviez dit au Stade de France que vous avez obtenu la licence, vous l'avez répété aujourd'hui, la licence UEFA. Je n'ai pas pu vous le dire au Stade de France parce qu'on l'a obtenu le 11 et c'était le 29. Vous aviez fait la demande auprès des instances pour avoir. Vous nous aviez dit aussi à l'époque qu'il n'y avait aucune inquiétude et que Toulouse sera en Ligue Europa la saison prochaine. C'est pareil. Vous nous répétez qu'il y a eu des discussions avec l'UEFA, mais vous ne nous dites pas clairement le point de règlement qui stipule qu'un propriétaire de club ne peut pas être propriétaire de deux clubs participant à une même compétition. Or, l'AC Milan participe à la C1 et Toulouse est qualifié pour la C3. Donc ce point de règlement stipule clairement que vous ne pourrez pas participer en tout cas à la Ligue Europa si d'aventure le Milan participe à la C1. Alors, ce qui va se passer. Donc comment vous comptez clairement régler ce problème-là, la situation? Il y a vraiment un sujet autour de ça. Il n'y a pas de sujet, on a réglé le problème et on va participer à l'Europa League. Voilà, c'est ce que je vous ai dit le 29 avril, tient toujours et il n'y a pas de sujet. L'UEFA vous a certifié que vous pourrez L'UEFA nous a remis la licence club de l'UEFA. Donc on participe, alors on sera le 1er septembre à Monaco à 13h au tirage. Il n'y a pas de sujet. Ce que je vous ai dit le 29, ça tient toujours. Il y a eu des modifications du coup dans l'organigramme, puisque le précédent sur le club de Salzbourg, ils avaient été obligés de faire un changement dans le directoire. Non, il n'y a pas eu de modification. S'il y en a, de toute façon vous le saurez, mais il n'y en a pas une. C'est passé comme une lettre à la poste. Si je vous dis que j'ai eu des discussions avec eux depuis longtemps, c'est qu'il y a eu des discussions. Mais il y a eu des discussions, non, on n'a pas fait de modification. Et si on doit en faire, on en fera, bien évidemment. Président, Antonin Scarrel de 100% Radio. Bonjour. Pour parler un petit peu du mercato, sans compter de potentielles ventes, quelle est l'enveloppe budget? Alors c'est quelque chose qu'on ne dévoile pas, vous vous en doutez bien. C'est un budget qui est supérieur à celui de l'année dernière. Je vois notre directeur financier qui me regarde là-bas, je parle sous son contrôle. C'est un budget de transfert qui est supérieur à celui de l'année dernière. Voilà, je ne rentre pas plus dans les détails sur une enveloppe. Mais on a construit une équipe de L1 la saison dernière, à l'intersaison dernière, et qui pouvait être compétitive en L1. Bon, on ne savait pas qu'on avait gagné la Coupe de France, bien évidemment. Avec un budget extrêmement restreint de promu. Le budget est un peu moins restreint cette année. On est toujours dans la politique d'être autosuffisant sur un plan financier. Donc on crée nos propres ressources qui nous permettent d'investir, que ce soit quand on refait les vestiaires ou on investit 1,5 million au niveau du centre de formation sur 3 années, etc. etc. Donc on est complètement autosuffisant dans ce qu'on fait et dans les transferts ce sera pareil. On a plus de marge de manœuvre que l'été dernier, je dirais, pour investir. Et voilà, on est à l'aise avec les chiffres, comme on est à l'aise avec la masse salariale, qui nous permettra d'être sur le papier plus compétitif que cette saison, donc elle sera plus haute que la 18e, plus haute que la 18e masse salariale,
mais qui sera toujours dans le bas du classement. Bonjour Président. Bonjour. David Arfi, chez LFM Energy Group. Vous avez évoqué la perte du milieu de terrain tout à l'heure. Il y a un poste également, celui de Maxime Dubé. Est-ce que ça a d'abord été une surprise, son départ pour vous? Et est-ce que vous avez avancé sur le recrutement d'un gardien? Est-ce que vous avez déjà des contacts? Une surprise, ça m'est difficile de vous dire oui ou de vous dire non, parce que, en fait, vous, et je le comprends tout à fait, vous voyez une annonce qui est faite et vous ne savez pas tout ce qui s'est passé avant. Donc, moi, ça n'a pas été une surprise parce que je sentais la situation arriver. Est-ce qu'on prendra un gardien de but? Probablement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on part avec Kjetil Haug et Guillaume Rest sur les postes de numéro 1 et 2 ou 1 bis et 2, je ne sais pas comment le définir. Après, c'est pas moi qui fais l'équipe, hein, ce sont les coachs et l'entraîneur des gardiens. Mais on prendra pas un gardien qui viendra remplacer Max et qui viendrait comme numéro 2. On part avec Kjetil et Guillaume, en qui Kjetil est vainqueur de la Coupe de France. Il a fait ses preuves sur la campagne de Coupe de France. Guillaume, c'est un joueur en qui on croit énormément. Guillaume reste, donc on part avec ces deux-là, et peut-être qu'ils seront sûrement aidés par un gardien supplémentaire, mais avec un profil complètement différent et pas de numéro 1. Toujours concernant le mercato, vous avez évoqué un nom de sortie pour Rafael. Est-ce que vous attendez à être attaqué sur d'autres joueurs qui se sont révélés cette saison, notamment Fares ou Zakaria qui a réussi une superbe saison? Oui. Quelle sera votre réaction dans ce Notre réaction est de dire que ni l'un ni l'autre sont à vendre, mais je sais qu'on va être attaqué, bien évidemment, on l'est déjà. Mais on veut les garder le plus longtemps possible et qu'ils restent avec nous le plus longtemps possible. Mais je sais qu'ils vont avoir des offres. Je ne suis pas naïf sur ce plan-là. Mais notre intention, c'est pas de nous en séparer. Je fais juste un petit retour sur les gardiens. Vous avez parlé de Kjetil et Guillaume Rest, c'est-à-dire que Thomas Himmer, lui, est placé aussi sur un monde sorti. Thomas, en fait, c'est lui qui a fait la demande de partir depuis un petit moment. Je pense qu'il est dans un projet d'ordre vie, pas vie privée, comment je pourrais dire, projet de vie en même temps qu'un projet professionnel, hors de France. Donc, je lui ai dit que bien évidemment, on le laisserait partir s'il veut partir. C'est quelqu'un d'extraordinaire, franchement. Il est à la fois adorable, agréable, ambitieux, supporter du TF. C'est quelqu'un qui mérite de réussir. On l'aidera, si son projet professionnel c'est de réussir ailleurs qu'ici, on l'aidera bien évidemment. Vous avez parlé d'Abouklal. Vous avez dit qu'il n'était pas à vendre pour le moment, malgré les récentes... Non, j'ai dit pas à vendre. J'ai pas dit pour le moment, j'ai dit pas à vendre. Malgré les récentes polémiques, on peut très bien imaginer qu'ils sont encore là l'an prochain. Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Juste une dernière. C'est les 3 années. Rateau place sur la liste des transferts. Il n'est pas placé sur la liste des transferts, parce que quand on place un joueur sur la liste des transferts, ça veut dire qu'on veut le vendre ou qu'on veut s'en débarrasser. C'est pas le cas. C'est lui qui a fait une demande et on a dit OK à cette demande-là. C'est différent. S'il nous avait dit je veux rester, franchement, ça aurait été avec grand plaisir. Il n'y a pas de négociation pour des prolongations. Est-ce que pour des joueurs qui arriveraient en revanche l'année prochaine en fin de contrat, pour éviter la mésaventure de cette année, potentiellement, est-ce qu'il y a des négociations prévues cet été déjà? C'est Anthony Rouault, Ado Malibou par exemple? Où? Ou Ado? Pour Ado, non. Ado, il m'a dit je veux rester, mais je ne suis pas dans une optique de prolonger. Même si vous ne me prolongez pas, je veux rester. Je dis pas de problème, avec plaisir. Pour Anto, on avait discuté l'été dernier, il avait refusé de prolonger. Je sais qu'il veut jouer la Coupe d'Europe avec le TEF, donc on va discuter. Ce qui est sûr, c'est que soit il prolonge, soit on le vendra, mais il partira pas en fin de contrat. Mais il est dans l'esprit de rester. Voilà, je voudrais juste revenir. Le choix de laisser l'année dernière, je voudrais juste revenir sur un point qui est important. L'année dernière, on a pris la décision de manière très calme et en sachant exactement quelles étaient les conséquences du fait que potentiellement on avait 4 joueurs qui sortaient libres. Ça ne nous dérangeait absolument pas. Donc je pense que vous avez dit ne plus avoir la mésaventure, mais ce n'est pas du tout une mésaventure parce que c'est un truc qu'on avait programmé, accepté. Si on avait voulu les vendre la saison dernière, on l'aurait fait. On n'a pas voulu. On a voulu continuer avec eux. Et inutile de vous dire que vu la saison qu'ils ont faite et
que l'on a fait en tant que club. On ne regrette pas un instant de la décision qu'on a prise l'année dernière. Bonjour, Sophie Pointer, Sport City. Bonjour. Comment vous allez organiser le début de saison avec la Coupe du Monde de rugby qui va poser ses valises au stadium au mois de septembre? Ça va se passer comment pour votre début de saison? Alors, inutile de vous dire que pour Olivier et moi, et pour Karim Ouari, notre directeur de séparation, c'est un casse-tête depuis un bon moment. Parce qu'il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect site. Donc sur le site, on a l'association, donc les féminines, toutes nos équipes de jeunes. On a le centre de formation et on a les pros. Et les pros sont un triple site, je dirais, parce que dans la semaine, ils utilisent les vestiaires ici, du stadium. Ils utilisent le centre technique et ils utilisent les terrains d'entraînement qui sont au fond de notre complexe, du campus TFC, comme je commence à l'appeler. Donc, on a eu Olivier et Karim. J'ai commencé à avoir des discussions, j'étais un peu au départ et puis plus. Ensuite, donc Olivier et Karim ont eu énormément de discussions, que ce soit avec la Métropole et la Rugby World Cup. J'ai eu beaucoup de discussions avec Cédric Coll, le directeur de site, qui a tout fait pour trouver des solutions de la Rugby World Cup. Dans l'idée, en fait, on aura la possibilité de rester ici, sauf les jours de match, en gros, de la Rugby World Cup. Nos jeunes du centre de formation n'auront pas à évacuer le site, etc., comme ça avait été envisagé au départ, pas par nous, bien évidemment. Donc on va continuer à fonctionner du mieux qu'on puisse. C'est un honneur pour le stadium et pour la ville de Toulouse, bien évidemment, d'accueillir des matchs de Coupe du Monde. On est le plus petit stade. De tous les stades qui accueillent des matchs, on est le plus petit stade. Donc ça va être un exploit. Pour les matchs de championnat, on va jouer beaucoup à l'extérieur sur la période des 7 matchs. C'est 5 matchs, Olivier, ou 7 matchs? 5 matchs de Coupe du Monde. Et après se pose la question de la Coupe d'Europe. Parce que quand on a fait la première réunion tripartite, club, métropole et Rugby World Cup, c'était avant la demi-finale. Et nous, on a dit comment on fait. Alors là, il y a eu un malaise. C'était assez marrant parce que tout le monde nous a dit on espère que vous gagnez la Coupe d'Europe. Et puis, la Coupe de France, là j'anticipe un peu. On espère que vous allez gagner la Coupe de France, mais ça nous pose problème. Donc le problème, c'est pas nous, c'est dans leur camp. Nous, on est club résident. Ce sont les organismes extérieurs, je dirais, qui doivent s'adapter à nous et pas l'inverse. Cependant, pour essayer d'anticiper, parce qu'on aime bien être dans l'anticipation, je pense que vous avez compris depuis quelques années, Olivier a écrit à l'UEFA, alors signalant le problème. On sera plusieurs clubs français dans ce cas-là. Il y a je pense à Marseille, Lille. Donc il y a au moins 3 clubs ou 3 stades. Au début, ils pensaient qu'il y aurait Lyon aussi, etc. Voilà. Donc ça va être un challenge sur ces périodes-là. Notre plus grosse crainte, en fait, c'est de jouer beaucoup de matchs à l'extérieur parce qu'on pourrait se retrouver à faire pratiquement 2 matchs de championnat à l'extérieur, un match ici, 2 matchs de Coupe d'Europe à l'extérieur et jouer après les matchs de Coupe d'Europe encore à l'extérieur. Donc ça serait énormément de déplacements. On a fait des demandes la semaine dernière à la Ligue pour essayer justement de jouer après les matchs de Coupe d'Europe à domicile. Mais ça va être un challenge, mais comme ça va l'être pour Marseille ou Lille aussi. Bonjour Président, bonjour. Fidal 100% Radio également. Alors petite question pour la gratter, cette affaire des maillots arc-en-ciel, est-ce que vous avez été peiné, irrité, excédé par la décision de certains joueurs du club il y a quelques semaines? Question subsidiaire, est-ce que vous avez considéré que ces joueurs-là n'étaient plus en corrélation avec les valeurs du club? Et dernière question, mais c'est le même sujet, comment présenterez-vous peut-être à l'avenir ce type d'opération caritative ou appelons-la comme on veut, et est-ce que ça se refera et comment vous la présenterez à ces joueurs, à vos joueurs, à l'avenir? Alors, je ne sais pas quel est le bon objectif d'un peiner, excéder ou hériter. Peiner, c'est celui que je retiendrai. Depuis que c'est arrivé, on a beaucoup consulté, on a fait des réunions internes, j'ai rencontré beaucoup de monde, des représentants d'associations qui luttent contre les discriminations en général ou des représentants d'associations LGBT, y compris jusqu'au ministère, pour prendre conseil, pour demander avis de la manière dont on devrait approcher les choses.
pour comprendre si on a fait, s'il s'est passé ce qui s'est passé, c'est qu'on a manqué quelque chose à un moment. Donc on veut apprendre de nos erreurs. Ça fait 20 ans que le club est à la pointe de la lutte contre toutes les discriminations. Ça, tout le monde le reconnaît. Tout le monde le reconnaît, que ce soit à la Ligue ou dans les instances nationales ou instances ministérielles, ou quand vous parlez aux associations. Les retours ont été extrêmement enrichissants. J'étais à l'avant-première du film la semaine dernière, qui ce soir, je crois que sort ce soir ou demain en prime sur Canal. Je vous conseille à tous de le regarder. Le TFC est extrêmement présent dans ce documentaire. C'est pas un film, en fait, c'est une mini-série de documentaires. J'ai trouvé ça touchant, déchirant, douloureux. C'était un moment extrêmement fort. Et en fait, j'étais bien invité à l'avant-première bien avant que ce qui s'est passé. Donc, pour répondre de manière générale à toutes vos questions, on se remet en cause, on apprend, on se demande comment mieux faire. Et je pense que le mot, ce qui est ressorti dans tous les entretiens que j'ai eus, d'abord, c'est que les gens voulaient nous aider. Personne ne nous a critiqués dans tous les entretiens que j'ai eus. Et après, ce qui ressort, c'est pédagogie. Et je pense que ce qu'on peut beaucoup mieux faire, que ce soit la Ligue ou nous, et je le prends pour moi, c'est le côté pédagogie. On n'a pas été assez bon pour expliquer à nos joueurs que, en fait, ce maillot arc-en-ciel, c'est pour lutter contre les discriminations et contre les violences potentielles faites à une communauté. Et que c'est fait que ce maillot, le message est là pour défendre cette communauté. Donc on a appris, on fera différemment. Voilà. Et après on m'a posé beaucoup de questions. Est-ce que vous allez sanctionner les joueurs, ou est-ce que vous auriez dû sanctionner les joueurs? Et alors ça c'est extrêmement intéressant parce que moi j'ai posé la question. J'ai dit qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Et en fait, franchement, sur tous les gens que j'ai rencontrés, on a rencontré beaucoup, c'est du 50-50. Même si peut-être c'est 40-60. Il y a des gens qui m'ont dit vous auriez dû sanctionner, et des gens qui m'ont dit ne sanctionnez pas, ça sert à rien. Et des gens qui représentent la communauté LGBT. Donc ça a été un process d'apprentissage pour nous, hein, pour nous tous, pour l'ensemble du club. Et ça m'a pas conforté. Enfin, c'est pas que ça m'a conforté. Ça m'a conforté dans le sens de me dire. Ok, la décision ou les décisions qu'on a à prendre sont extrêmement difficiles et extrêmement compliquées parce que quand vous allez d'une personne à une autre, elle vous donne un avis différent sans qu'il soit tranché, ou alors il est très tranché, vous auriez dû sanctionner ou vous auriez dû ne pas sanctionner. Et puis après, au milieu, il est moins tranché. Donc c'est un débat philosophique qui est extrêmement intéressant et c'est pour ça qu'on a appris beaucoup dans cette période de temps. Bonjour, Mathieu Ferry de la Radio France Bleu Occitanie. Bonjour. Il faut agrandir le stadium, que ce soit pour le foot, pour le rugby, pour Toulouse, pour le TFC, mais aussi pour les équipes nationales qui ne viennent plus dans la ville. Les équipes nationales, vous allez avoir 10 qui vont jouer là pendant la Coupe du Monde. Et le 15 de France et l'équipe de France de Toulouse. Le 15 de France a joué contre le Japon ici, il n'y a pas longtemps. Agrandir le stadium pour nous, on en parle souvent avec Olivier. Pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Quand on arrivera à une situation où on fait, si on joue souvent en Coupe d'Europe, sur 25 matchs à domicile, on fait 20 guichets fermés, là, franchement, on se pose la question, et on se la pose déjà, mais pour l'instant, ça ne peut pas être à l'ordre du jour quand on fait 3 guichets fermés sur toute la saison, c'est déjà bien. Et on compte en faire plus l'année prochaine, notamment avec les matchs d'Europa League, même si on va jouer contre les plus petits adversaires possibles imaginables, parce qu'on va aller le plus loin possible. Donc ce qui nous intéresse à l'heure actuelle, plutôt que d'agrandir le stade, c'est des travaux d'aménagement pour mieux accueillir notre communauté, qu'elle soit hospitalité ou qu'elle soit familiale, avec tout le travail qui a été fait sur le virage Christophe Revaux, toute l'expérience match day que l'on met en place. Et vous avez vu le courrier probablement qu'on a signé, Olivier et moi, pour nos abonnés hier, ou pour les futurs abonnés, où on veut continuer à s'améliorer. On veut améliorer, agrandir les capacités d'accueil d'hospitalité, parce qu'on est clairement en dessous des standards, je ne parle pas même pas internationaux, mais nationaux. Donc on perd des recettes. Les recettes, encore une fois, c'est pas pour aller dans notre poche, c'est pour investir sur le terrain. Donc on est plus dans cette optique-là.
Et vraiment à très long terme, quand on sentira qu'on est à l'étroit parce que tous les matchs à domicile ou presque, on refuse du monde, là on pourra parler de quelque chose de différent. Mais entre-temps, il y a plusieurs étapes sur lesquelles Olivier travaille de manière acharnée avec une bonne partie des membres du comité de direction. Et ces étapes-là, je pense qu'on pourra en parler d'ici quelques mois, mais il y aura beaucoup d'étapes avant d'arriver à l'agrandissement. Je reviens un petit peu sur le plan sportif, notamment sur le retour des joueurs prêtés. Il y en a 7, si j'ai bien compté, notamment certains qui ont fait des très bonnes saisons ou demi-saisons. Qu'est-ce que vous avez prévu? L'idée c'est de les garder, de compter sur eux ou sinon peut-être de les renvoyer en fait Alors, là, il faut pratiquement faire individu par joueur par joueur. Donc, pour Mamadi Bangré et Yanis Begraoui, sont des prêts extrêmement positifs. Mamadi a mis encore 2 buts vendredi soir et fait une passe décisive. Il m'a envoyé un message, il m'a dit je vais donner le ballon parce que c'est un pitchoun. C'était à Khalidou, Sidibé. Et donc voilà, il a fait vraiment une saison très intéressante. Les deux vont réintégrer le groupe, pour la saison prochaine. Je discutais hier avec l'agent de Yanis qui me disait que c'était le joueur le plus impactant sur la deuxième partie de saison, Yanis, sur toute la L2. C'était intéressant de voir sa progression. Alors, bien évidemment, on les suit de près, on leur parle toutes les semaines. On a quelqu'un dans le staff qui est en charge de la relation avec les joueurs en prêt. Nos recruteurs regardent tous les matchs. On a la data sur tous les matchs, bien sûr. Sauf pour 2 joueurs, les 2 qui sont en Bulgarie. Mais ce qui a été très intéressant avec Yanis, c'est de voir son évolution une fois qu'il a changé de poste. En fait, il est arrivé comme attaquant. Ça marchait, mais pas comme on l'espérait. Et puis quand Didier Tolo l'a mis sur le côté, là, il a décollé. Donc c'est une perspective intéressante pour nous aussi, dans l'esprit de construction de l'effectif. Nathan Skita, malheureusement, s'est fracturé la cheville sur un tacle d'un coéquipier la veille du dernier match ou l'avant-dernier match. Donc le club OB, dans lequel il est au Danemark, nous avait fait une proposition d'achat qu'on n'avait pas acceptée. Nous avait fait une proposition de prêt pour une saison supplémentaire qu'on avait acceptée. Donc là, je ne sais pas trop où ils en sont. Il va revenir en septembre. Je ne sais pas trop où ils en sont. J'ai eu plusieurs discussions avec eux. C'est à eux de revenir vers moi pour voir ce qu'ils veulent faire. Pour Junior Fleming, ça s'est mal fini parce qu'il a eu une grave blessure. Il est out pour 12 semaines. Et donc, mon accord, je pense qu'il faut qu'il trouve un club pour la saison prochaine. Il a fait vraiment de trucs intéressants dans une équipe qui était en grande difficulté. Et puis, quand elle était reléguée, elle ne misait que sur les jeunes et ne faisait pas jouer les joueurs prêtés ou plus expérimentés. Et pour Tom Rapnouille et Cléry Cerber, ils ont des propositions tous les deux. Donc, je pense qu'ils vont pas revenir. Ah oui, pardon, j'ai oublié Sam. Sam, j'y ai parlé vendredi soir. Lui, ce qu'il veut, c'est jouer. Donc je pense qu'il va vouloir... je ne sais pas s'il y a des clubs de L1, il y a des clubs de L2 qui m'ont appelé, plusieurs. Laval veut le conserver. Je sais qu'il a le choix. Et donc j'écouterai ce qu'il veut faire. 2 petites questions encore, Président. Est-ce que vous pouvez préciser la nature de la blessure pour Oliver ? Alors j'avais l'intention de le faire, mais je suis tenu par le secret médical, donc il faut que le joueur nous donne son accord avant qu'on le fasse. Et donc je suis désolé, mais l'opération est la semaine prochaine, et si on a l'accord du joueur, on vous dira ce que c'est. Vous êtes sûr que l'hiver dernier pour Denis et pour Tingaras, par exemple ? Non, pas du tout. Non. Autre question, on n'a pas beaucoup parlé du coach, qui a été prolongé l'été dernier. Oui. Vous l'avez félicité, j'adore vous féliciter pour les performances. D'un autre côté, vous lui avez adjoint un nouvel assistant l'hiver dernier. Est-ce qu'il s'inscrit toujours dans le projet sur le long terme, ou est-ce que vous allez lui reproposer une prolongation, ou est-ce qu'on peut s'attendre à une surprise de ce côté-là ? Alors, je ne sais pas ce que vous appelez une surprise, mais de prolongation, non, on n'en proposera pas, parce qu'on a proposé l'année dernière une durée plus longue que celle qu'il a acceptée, et il nous a dit qu'il ne voulait pas s'engager sur le long terme. Voilà, on n'a pas eu le temps de... Je ne peux pas vous cacher qu'on n'a pas eu le temps de débriefer la saison encore. On a parlé de beaucoup de choses. Il a été malade toute la semaine dernière, donc il n'est pas venu au centre technique toute la semaine. Je l'ai vu que samedi à Monaco, enfin dans l'avion pour aller à Monaco. Donc on aura discuté ensemble pour faire le point de la saison et parler de la saison prochaine, dans les jours qui arrivent. Je suis resté un peu sur ma faim sur le volet mercato, Président. Quels sont les joueurs sur lesquels vous... Il y a des chocolatines d'or, si vous voulez. Quels joueurs vous voulez, sur quel poste vous
voulez absolument impérativement recruter dans les premiers temps. Ah, mais vous allez rester sur votre fin, parce que ça, on n'en parle jamais. Même pas les postes. Même pas les postes. Bah, déjà, quand vous perdez 3 milieux de terrain et un gardien, et ça paraît un peu évident à ce moment-là. C'est pour ça que le premier joueur que l'on annonce, c'est un milieu de terrain. Et le gardien, ben, j'ai fait la réponse à votre collègue tout à l'heure. Donc, c'est sûr qu'au milieu, on va compléter. Mais on est aussi très content de ce qu'on a fait en janvier avec l'arrivée de Vincent Siron. Bonjour Président, Guillaume Laurent pour Actu Toulouse. Bonjour. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis sur la réception des matchs pendant la Coupe du Monde de rugby? J'ai oublié de dire qu'il pourrait y avoir un match du TFC au Stadium le 1er octobre entre plusieurs matchs, entre deux matchs de rugby. Est-ce que c'est possible et qu'en est-il pour les deux matchs de Coupe d'Europe? Est-ce que vous avez la certitude qu'ils seront tous les deux à l'extérieur? Alors sur la Coupe d'Europe, on n'a aucune certitude, parce que l'expérience que j'ai avec l'UEFA, et loin de moi l'idée de critiquer l'UEFA, et j'ai quand même une petite expérience parce que je l'ai joué partout la Coupe d'Europe sauf ici, pour l'instant. Donc ça sera là l'année prochaine. Déjà, c'était pas prévu aussitôt, donc on l'apprend bien évidemment. L'expérience que j'ai, donc l'UEFA, en tant que dirigeant de club, c'est que eux, ils vous disent vous jouez tel jour à telle heure. Et que l'approche, c'est de dire où vraiment ils ont la flexibilité, c'est si vous avez deux clubs d'une même ville qui clashent sur des matchs. C'est là qu'ils montent un peu de flexibilité. Sinon, ils sont plus dans... ils vous imposent en fait plutôt que de la discussion. C'est impossible pour l'UEFA avec 54 ou 55 fédérations d'avoir une relation comme nous on peut avoir avec la Ligue en disant est-ce que ce jour-là, cette fois-ci on pourrait jouer ce jour-là ou pas. C'est pratiquement impossible. Donc Olivier a envoyé un courrier aux responsables des compétitions. Ils sont au courant de la situation, bien évidemment, parce qu'il était par rapport au stade qui était potentiellement en Coupe d'Europe l'année prochaine, donc Lille, Lyon, etc. Pour nous, et donc pour eux, par rapport à nous, c'est une nouveauté. On leur a signalé la situation, on n'a pas fait de demande, on a signalé la situation, on leur a donné le calendrier des matchs de la Rugby World Cup ici. Et après, on va attendre le tirage le premier à Monaco. De par mon expérience, la manière dont ça se passe, c'est que vous tirez, il y a le tirage, vous réunissez avec les 3 autres clubs du groupe, vous échangez les cartes de visite, etc., et des petits documents. Maintenant, c'est digital aussi, on l'a fait digital, on l'a construit, on l'a fini le document, dans lequel vous dites un descriptif de la ville, du stade, les hôtels que l'on recommande, etc. Et après, tout le monde attend que l'UEFA vous sorte le calendrier qui sort dans l'après-midi en général. La plupart du temps, ou des fois le soir. Donc voilà ce qui va se passer. Je ne peux pas dire qu'on leur a demandé de prendre en cause nos désidérata, parce que ce ne sont pas des désidérata. Les mails qu'a envoyé Olivier, c'est juste voilà le calendrier de l'Europa League, bien évidemment, ils l'ont. Voilà le calendrier de la Rugby World Cup au Stadium. On vous dit juste que voilà ce qui va se passer et si vous avez besoin d'aide ou de questions, on est là pour vous aider. Par rapport au championnat, le calendrier, on a fait des demandes. En fait, quand vous démarrez la saison, vous avez un système de points, étant donné qui vous permet de faire des choix ou de demander des choix, en fait, ou de demander des priorités. Donc, on va jouer le premier match de domicile à l'extérieur, le premier match de la saison à domicile ou à l'extérieur, ce genre de choses. Personne ne veut jouer contre le PSG au mois d'août parce que tous les gens sont en vacances et que ça enlève potentiellement sur la recette, etc., etc. Donc, étant donné qu'on est au club européen, on a beaucoup plus de points que les années précédentes. Et donc, Olivier a réparti les points en demandant, en gros, qu'on joue, si possible, les matchs à domicile après les matchs de Coupe d'Europe, parce que sinon, ça nous fait énormément de déplacements, de faire extérieur-extérieur, par exemple. Si on a joué à Bakou ou Karabakh ou, j'allais dire Trabzon, mais ils ne sont pas en Coupe d'Europe, par là, ça fait des déplacements très, très importants. Et donc on attend que le calendrier sorte. Donc, par contre, il y a eu des discussions entre la Rugby World Cup, le ministère de l'Intérieur et des Sports, la Ligue sur l'adaptation du calendrier. Mais on attend qu'il sorte. Et effectivement, il va y avoir des matchs de championnat entre des matchs de rugby, mais on est obligé. Le règlement de la Ligue est très clair. Un club ne peut pas jouer 3 fois d'affilée à l'extérieur. On peut jouer 2 fois d'affilée à l'extérieur, mais il est possible qu'on fasse 2-1-2, par exemple. Ça, c'est très possible. Et après, il y a beaucoup d'autres sujets qui nous préoccupent avec Olivier, c'est-à-dire quid des déplacements des supporters. Nous,
comme c'est pour l'instant, c'est prévu, et Olivier se bat pour que ce ne soit pas qu'à tous les cas régis, tout le compound télé sera sur notre parking visiteur. Ce qui veut dire que comment on fait pour accueillir des supporters visiteurs? Si on joue contre Francfort, et Francfort qui déplace à 15 000, on aura 1600 dans le stade, qu'est-ce qu'on fait des autres? Je ne suis pas bon en calcul, mais en gros des 13 500 qui seront dehors, etc., etc. Donc c'est un casse-tête, notamment pour Olivier et pour nous tous dans le club. Il y a beaucoup de questions qui sont en suspens. Je suis désolé d'être nébuleux dans ma réponse, mais en fait on est beaucoup même dans l'expectative là-dessus. Deux questions beaucoup plus courtes. Mais la question était courte, la réponse était très longue et je m'en excuse. Les réponses devraient être courtes. Est-ce que vous savez quand les nouveaux maillots seront présentés? Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Le 5 août. 5 août, très bien. Et cet été, stage, match amicaux, est-ce que vous en savez un peu plus du programme des pros? Alors, le premier match amical, je crois que ça a été annoncé, je ne sais pas par qui. Ça n'a pas été annoncé officiellement. Ok, Mehdi Lib l'a annoncé. Ce sera contre Montpellier à Béziers. Rien à voir avec le fait que je sois de Béziers, parce que c'est Montpellier qui a choisi le stade et l'endroit. Alors je ne pourrais pas les compter, bien évidemment. Et après, on part très probablement sur un stage en Autriche. L'avantage maintenant d'être une deuxième année à L1 et encore plus d'être européen, c'est que on est plus sexy au niveau des équipes qui veulent nous rencontrer. Donc on va rencontrer des adversaires européens ou de niveau européen dès les matchs amicaux au niveau international. Et après on est en train de travailler avec Olivier et tous les collaborateurs pour avoir un match de gala ici le 5 août. Sur lequel on n'était pas parti en raison du Trophée des Champions. Et on a dû se réorienter quand on a su que le Trophée des Champions ne se jouerait pas ce week-end-là. De la présentation des maillots ce jour-là. Une dernière. Et ouais. Vous avez parlé de la première pierre du nouveau centre de performance. La livraison, c'est prévu. Non, je ne sais pas pour la première pierre, j'ai dit qu'on allait déposer le permis de construire. Les pierres, elles y sont, vous pouvez y aller. Le bâtiment, il est là depuis 1957, 5. Et les plus belles années. Non, la livraison est prévue pour quand? Vous avez déjà un calendrier ou pas du tout? Ça dépend si vous m'écoutez à moi ou si vous écoutez Olivier et les gens qui sont raisonnables. Si vous m'écoutez à moi, non, il ne faut pas m'écouter à moi. Je pense qu'on part sur l'été 2025. Et moi j'aimerais que ça soit à l'hiver, à la trêve 2024, mais je pense qu'on part sur l'été 2025. Dernière question, Hugues. Toujours sur le trophée des champions, donc le président de la Ligue a confirmé aujourd'hui que ça n'aurait pas lieu cet été, vous l'avez confirmé également. C'est quoi la meilleure solution pour vous? Parce qu'a priori ça va jouer cet hiver, et ça risque d'impacter aussi la trêve et le programme à ce moment-là. Alors Vincent et moi on a eu beaucoup de discussions là-dessus. Je sais qu'on n'a pas eu une discussion à trois avec Nasser, Vincent et moi, mais Vincent discutait avec Nasser et avec moi. Et Nasser et moi et Vincent, on a eu la même approche, c'est de dire ça doit être un trophée qui doit être joué à l'international parce que c'est important pour le foot français, c'est extrêmement important pour le TEF parce que c'est pas des occasions qui se présentent tous les ans. J'espère que ça va se représenter, mais on ne peut pas le garantir. Paris c'est déjà une marque internationale, je ne vous fais pas un dessin. Donc on est tombé d'accord sur le fait que la date de début janvier c'est probablement la meilleure, et j'en ai parlé avec le coach qui lui trouve que c'est une très bonne idée aussi de commencer par là, et ça sera à l'étranger. Voilà, donc début janvier à l'étranger, ça nous va très très bien. S'il faut voyager loin, on voyagera bien. Enfin, franchement, vous nous entendrez jamais râler sur il faut faire 12 000 km pour aller jouer le Trophée des Champions. Ça ne me dérange pas de faire tous les ans 12 000 km pour jouer le Trophée des Champions. Il n'y a aucun problème. On était enchantés d'aller à Bangkok. On ne va pas à Bangkok, on ira ailleurs, mais nous, on sera les premiers à monter dans l'avion. Vous n'avez pas proposé de l'organiser à Toulouse, à la place de Bangkok? Non, pas du tout. Ah, j'ai vu ça, je croyais que c'était un poisson d'avril. Non, pas du tout. Est-ce que c'est bon pour vous? Merci beaucoup, messieurs, dames, mesdames, messieurs. Merci. Merci.